Je suis avec Stan Leloup. Salut Stan. Salut Antoine. Alors Stan, quand j'ai commencé cette série Obsession, la première personne à qui j'ai pensé c'est toi. Parce que quand je t'ai rencontré, je me suis dit ce mec est un vrai malade, ce mec est un fou. T'as 24 ans, tu te présentes toi-même dans ton podcast Marketing Mania comme le maniaque des conversions. Ouais. C'est quoi le boulot de maniaque des conversions? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie aujourd'hui, c'est que je réfléchis essentiellement à l'interaction entre le marketing et la psychologie. Tu vois, moi, je réfléchis beaucoup à ces questions de psychologie. Comment est-ce que les gens regardent le monde? Comment est-ce que les gens conçoivent les informations? Comment est-ce qu'ils les consomment? Comment est-ce qu'ils attribuent leur attention à différents endroits? Et en gros, je me sers de ça pour me dire comment est-ce qu'on va attirer l'attention des gens sur nos produits? Comment est-ce qu'on va vendre des produits? Donc le but à l'origine de Marketing Mania, c'était de faire de l'optimisation des conversions. Donc comment est-ce que j'ai 1000 visiteurs sur mon site et j'ai 10 personnes qui achètent? Comment est-ce que j'optimise mon site, mes pages, etc. pour qu'au lieu d'avoir 10 acheteurs, j'ai 15 acheteurs? Ce qui me permet de faire plus de ventes sans forcément augmenter mon trafic. Tu vois. Donc ça, c'est l'idée de base. Et après, en fait, je me suis aperçu que la partie vraiment intéressante là-dedans, c'est toute cette question de psychologie. C'était les biais cognitifs, c'était la persuasion, c'était comment est-ce que tu influences les gens dans un sens ou dans l'autre. Et donc aujourd'hui, voilà, le côté maniaque, c'est le côté où, au lieu de faire du web marketing, j'ai pris un petit bout, j'ai pris une partie qui vraiment m'intéresse et j'ai été profond dedans. T'as 2 podcasts aujourd'hui, 3 podcasts. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je suis fan de Marketing Mania et de Digital Nomad personnellement. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, donc les podcasts, on va les citer. Premier, c'est Marketing Mania, Ouais. qui est le podcast de mon site principal où je fais 2 choses. Soit j'interviewe des gens, je t'ai déjà eu sur le podcast, sur leur tactique marketing, etc. Donc vraiment des interviews en profondeur où on va aller sur des interviews de 40-45 minutes pour aller profond sur ce qu'ils font et comment ils réfléchissent à leur business. Et l'autre chose que je fais, c'est que je fais des séries en solo, comme ma série récente sur les biais cognitifs, où là, je prépare une réflexion sur un sujet très précis de psychologie. Par exemple, récemment, j'ai fait un podcast, tu vois, sur le tribalisme ou sur l'illusion de supériorité, ce genre de choses, et on va aller profond un peu dessus sur un format à peu près d'une demi-heure. Ça, c'est vraiment le podcast marketing où tu vas en profondeur dans les sujets. L'autre que tu connais aussi, Nomade Digital, que je présente avec Paul. C'est un podcast qui rentre plus dans les thématiques assez proches de ce que tu fais sur les questions d'entrepreneuriat. Nomade Digital, c'est un podcast qui part du constat que aujourd'hui, on est la première génération à vivre ce mode de vie où tout d'un coup, tu peux bosser sur ton ordi, tu peux voyager dans différents pays, tu n'as pas forcément un bureau autour de toi, des collègues, tu as des freelances, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu penses à ta vie dans ce contexte. Tu vois. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et en fait, en France, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé. C'est pas quelque chose sur lequel il y avait beaucoup d'informations. Ouais. Alors que ce soit Paul ou moi, on était pas mal connectés avec des gens à l'étranger. Donc il y a une sagesse populaire en fait du nomade digital. Quand tu vas, moi je passe presque tout mon temps au Vietnam. Quand tu vas au Vietnam, moi je connais 50 mecs là-bas qui sont nomades digital. Et donc tu t'échanges des tuyaux, des astuces, etc. C'est quelque chose qu'on voulait apporter. Et donc on a fait un podcast. La différence là, c'est qu'on est 2, on discute, on a une conversation un petit peu ouverte. Où les gens peuvent venir écouter de différents sujets. Donc on va parler des questions dont tu as déjà abordé. Là, par exemple, à quel moment est-ce que tu t'arrêtes de bosser, tu vois. Ouais. T'as un C'est truc, t'es super entrepreneur, intéressant le t'es podcast ambitieux. là-dessus d'ailleurs. Sur l'ambition. Ouais. Et à quel moment t'as pas de boss, personne te dit ce que tu dois faire. À quel moment est-ce que tu dis je vais rajouter un projet en plus, je vais bosser 1 heure de plus par jour. Ou à quel moment est-ce que tu te dis j'ai assez, je m'arrête, etc. C'est une vraie question. On n'a pas forcément toujours les réponses absolues, c'est pas toujours noir et blanc. Mais c'est une réflexion qui est vraiment intéressante et tu as envie d'en parler avec des gens. Ouais. Et quand tu es nomade digital, parfois tu te retrouves un peu isolé. Tu es un peu t'es dans ton avion, tu vas à un endroit X, à un endroit B, tu n'es pas forcément toujours des gens avec qui tu peux avoir ces conversations vraiment profondes parce que les gens que tu rencontres à l'auberge de jeunesse, tu ne veux pas avoir cette conversation avec eux, c'est quelque chose qui demande voilà. Et donc, Nomade Digital, il traite de toutes ces C'est vraiment un truc unique en France, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui parle de ces thématiques comme vous le faites. Moi, je me sens vraiment concerné, enfin moi je suis vraiment fan de ces 2 podcasts, Marketing Mania et Nomade Digital, parce que je pense que je suis vraiment dans la cible et quand vous parlez d'un Nomade Digital, je me sens vraiment concerné et je vois très peu de gens qui en parlent et qui en parlent de cette façon. Est-ce que tu connais ton audience? Est-ce que ce podcast marche? Est-ce que ton audience elle est déjà digital nomade ou pas encore? Et c'est quoi les avantages et les inconvénients du podcast? Pourquoi ce format? Alors, sur l'audience du Nomade Digital, le podcast cartonne absolument. Moi, j'ai de l'expérience dans le podcast. Donc, les podcasts, j'en ai fait 4 en tout. Ouais. Moi, j'en ai parlé de 2 qui sont plus précis pour ton audience. Les 2 autres, je peux les mentionner rapidement. Ouais. Le premier était Séduction Academy, que j'ai commencé il y a longtemps en 2013, qui marche bien et continue à bien tourner. Et j'en ai un nouveau qui s'appelle Les Frères Séries sur les séries, qui est une expérience un peu différente. On pourra en parler tout à l'heure, parce que ça touche à la façon dont je réfléchis au podcast aujourd'hui.
Mais pour revenir sur un truc comme Nomad Digital, c'était à l'origine une expérience. Ouais. Si tu écoutes les premiers épisodes de Nomad Digital, on dit vraiment, on a prévu de faire 12 épisodes, de tester, de voir s'il y a de bons retours, on en fera plus. Donc on n'était pas sûr qu'il y ait une audience pour ce truc-là. Et en fait, le podcast maintenant est numéro 1 dans la catégorie marketing depuis longtemps et il est à des écoutes qui sont vraiment élevées vis-à-vis de ce qu'on attendait et vis-à-vis même de mon autre podcast, Marketing Mania. Tu vois, Marketing Mania, les audiences qui sont, il est plus ancien, il y a plus d'épisodes, mais les audiences qui sont encore inférieures. C'est iTunes qui l'a mis en avant, c'est ça sur. En fait, si tu veux, j'adore vos stratégies. En fait, vos stratégies, c'est d'harceler les gens jusqu'à ce qu'ils laissent une review, et ensuite, du coup, iTunes va bien vous classer parce que vous avez plein de reviews, c'est ça? Alors, il y a deux aspects. D'abord, on a été mis en avant très très bien sur iTunes, où ils nous ont mis sur la page d'accueil de iTunes directement. L'autre, c'est que les gens ont été très sympas avec nous, ont été nous laisser des évaluations, parce que le problème, iTunes, c'est de la merde. Disons-le, c'est chiant et pour laisser une évaluation, il faut faire un effort. Donc on a il manque enfin, je sais pas si c'est avec toi que j'en ai parlé, mais il manque une vraie plateforme de podcast, mais un truc qui fonctionne comme un réseau social et qui soit multiplateforme. À mon avis, c'est YouTube qui devrait faire ça, parce que YouTube, tout le monde a l'app YouTube sur son téléphone. Intégrer une section podcast, ce serait évident. Je sais pas pourquoi ils le font pas. La raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent dedans pour eux. Tu peux mettre des publicités audio. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils insèrent des publicités audio dans tes fichiers, ce qui est un format complètement différent de ce que font la plupart des plateformes de podcast. Où, en général, le podcast, tu payes pour ton hébergement. Ouais, après, Google, c'est pas ce qui les dérange. Ils ont déjà lancé des services qui leur apportent pas d'argent. S'ils peuvent avoir des utilisateurs, ils vont le faire. Ceci dit, il y a des gens qui bossent sur ce truc exact. Donc il y a Deezer qui bosse dessus. Il y a Spotify aussi qui a lancé. Parce que maintenant ils sont concurrents là-dessus. Mais c'est pareil, tout le monde utilise Google Spotify. Play Podcast, justement, Google Play a lancé Google Play Podcast. Mais c'est pareil, mais qui héberge pas. Du coup sur Android, les gens ils utilisent ça sur Android. Et tu as aussi Stitcher qui pour le coup fonctionne sur ce modèle où ils insèrent des pubs dans et du coup les podcasts, il y a peu de gens qui en font parce que déjà c'est compliqué de mettre un podcast en ligne. Moi j'avais fait une fois, c'est assez galère. Parfois il faut passer par un service payant, enfin c'est pas évident. Il faut passer par un service payant. Et tout le monde, enfin beaucoup de gens disent que c'est très compliqué, c'est très bien pour fidéliser une audience, c'est une relation que tu crées avec ton audience qui est beaucoup plus forte souvent qu'en vidéo parce que on peut se permettre un format plus long, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi, qu'on écoute dans la voiture, dans les transports, en faisant autre chose. Mais on dit souvent que c'est très difficile d'acquérir une nouvelle audience. Toi et Paul, vous arrivez à le faire sur Nomad Digital. Du coup, tu as prouvé l'inverse en fait. Il y a deux aspects sur le podcast. D'abord, comme tu l'as dit, à partir du moment où les gens écoutent ton podcast, tu vas créer une relation qui est sans pareil. Donc les gens qui m'écoutent, qui écoutent un podcast comme Marketing Mania, ils vont avoir dans leurs oreilles une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes chaque semaine. Ou voilà, les fois où ils écoutent. Les gars qui écoutent Nomad Digital, c'est pareil. Chaque semaine, rendez-vous tous les jeudis, tu tombes et les gens sont avec toi, ils passent du temps avec toi. Donc il y a moins de distractions, il y a vraiment un focus. Et tu es vraiment dans les oreilles des gens, c'est très intime. Le problème du podcast, en tout cas en France pour le moment, c'est que tu es encore sur une base d'auditeurs qui est vachement plus faible. Si tu prends le pourcentage de gens qui regardent de la vidéo en ligne, c'est presque tout le monde. Le pourcentage des gens qui sont sur YouTube, c'est beaucoup de monde. Mais la concurrence est beaucoup plus faible aussi. C'est ça, donc tu as un aspect de concurrence aussi. L'autre aspect, c'est que les gens se demandent comment avoir du trafic sur un podcast. La plateforme iTunes en elle-même nous rapporte énormément de monde. Donc on a fait très peu de pubs pour Nomad Digital quand elle est sortie. Donc on avait en gros un petit peu nous-mêmes de réseaux sociaux, mais c'était assez faible. On avait la plateforme iTunes qui nous a très bien mis en avant. Et après, on a eu du bouche à oreille qui continue encore aujourd'hui, où la plupart des gens maintenant nous découvrent parce que quelqu'un d'autre leur a parlé de nous. Mais ça prend quelques temps. Il faudrait regarder le graphe de Nomad Digital, parce que comme je lance un nouveau podcast, j'ai été revoir comment Nomad Digital s'est lancé. Et en gros, ce que tu as, c'est on se lance essentiellement début février, on va dire 1er février. Au bout de 3 semaines, on a atteint à peu près une 50aine d'écoutes par jour en moyenne. Donc c'est assez faible. Et là, tu as un bump où tu vas passer à 100-150 écoutes par jour. Et au moment où on est mis en avant dans la catégorie. Et là, ça dure après comme ça pendant 1 mois et demi. Et au bout tu vois, en tout un peu plus de 2 mois, on a un truc où on part en exponentiel comme ça. Et on arrive à 500 écoutes par jour comme ça. Mais donc tu as clairement des effets de viralité qui sont visibles sur le graphe. Et ceci dit, voilà, même un podcast Nomad Digital qui est numéro 1 dans sa catégorie, on va encore toucher moins de monde que toi. D'accord. Tes podcasts sont très professionnels. Où est-ce que tu as appris à faire des podcasts ? Moi, je suis avant tout un auditeur de podcasts. D'accord. Donc c'est en observant, tu as recopié ce que tu as
Ce que tu as compris. En fait, j'ai vraiment. Quand les podcasts que tu connais aujourd'hui, que tu m'entends faire, c'est les podcasts que je fais en 2016. Moi, quand j'ai enregistré mes premiers podcasts en 2013, quand je faisais de la séduction et que j'étais à Chiang Mai et que j'enregistrais mes podcasts, c'était pas aussi professionnel. D'abord parce que je ne savais pas parler dans un micro, je parlais beaucoup trop vite parce que j'avais peur d'être chiant. Et donc je buvais 4 cafés et je parlais à fond la caisse et personne ne comprenait rien à ce que je racontais. Et par ailleurs, je ne savais pas monter, donc je montais n'importe comment. Et en fait, au fil du temps, ce que j'ai mis en place, c'est les process comme tu as ici. Les gens ne voient pas, mais ici, on a une lumière. Là, tu as un bel appareil photo, tu sais comment s'asseoir, etc. C'est un truc qui vient avec l'expérience. Et puis, l'autre truc, c'est que j'ai un ingé son qui bosse dessus. Et donc, la qualité sonore en elle-même est retravaillée par un ingé son. Tu vois. Et de mon côté, j'ai juste à savoir bien parler dans un micro, savoir gérer un rythme, savoir gérer un format. C'est quelque chose que tu apprends avec un peu d'expérience. Ouais. Et puis c'est à peu près tout. Tu vois, j'ai mon process et après, mon ingé son passe derrière. S'occupe d'égaliser les sons, de mettre la musique, de mettre les différentes personnes, de couper les parties. Ou, par exemple, tu vois, quand tu vas avoir un podcast avec une interview, tu as des moments où les deux personnes essaient de dire un truc en même temps, et à l'audio, ça ne donne rien si tu as deux personnes qui essaient de parler en même temps. Donc du coup, il y en a un qui va gagner, celui qui parle le plus fort va gagner. Bien sûr, ouais. Et en gros, l'ingé son va couper la partie où on s'est coupé la parole. Et donc, du coup, tu as quelque chose de plus fluide. Oui, c'est vrai que c'est assez fluide, y a pas, on coupe un peu les blancs, les moments de flottement. Et puis je t'avouerai que parfois dans les transitions, tu vois, c'est pas aussi élégant que ça l'a été dans l'émission, où à un moment on dit donc tu veux rajouter un truc là, ou on se gère un peu, et puis au final ça n'apparaît pas dans l'émission à la fin. D'accord. Et t'as l'impression qu'on a eu une télépathie incroyable. Ouais, c'est ça, qu'il y a un super rythme, que tout le monde se comprend. Tu dis que tu as commencé dans les conseils en séduction. Ouais. C'est quand même un milieu qui est perçu assez négativement par le grand public, par les gens qui ne connaissent pas. Enfin, moi, pour ma sœur, par exemple, les gens qui font ça, c'est tous des escrocs, tu vois. Je sais pas où je cite ma sœur à chaque fois, parce que justement, c'est mon pire haters, en fait. Elle est pas du tout dans le truc. Et du coup, elle a vraiment les arguments que tous les novices pourraient citer quand ils connaissent pas le milieu. Comment t'as fait, toi, pour sortir de ça Est-ce qu'aujourd'hui, tu en fais encore, ou bien justement, tu essaies de t'éloigner de ce milieu Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis rentré dans ce milieu-là, j'avais la même avis que ce que tu viens de citer. C'est-à-dire que je suis allé voir ce qui se faisait en France. J'ai été voir les gros sites et j'ai pensé que c'était du vol à main armée. Ouais. Pourquoi ? Je me moque, mais parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Donc, je parlais tout à l'heure, tu vois, de l'interaction entre la psychologie et le marketing, etc. Ce qui est aujourd'hui mon centre d'intérêt. C'est beaucoup lié, en fait, le marketing et la séduction. Ouais, parce que, et avant ça, je m'intéressais à l'interaction entre la psychologie et les relations humaines, comment est-ce que les gens construisent leurs relations, etc. Et le problème des conseillers en séduction classiques, et c'est vrai, c'est une critique qui est vraiment légitime et qui, moi, m'a posé énormément de problèmes, mais qui peut être fait aussi au marketing, en tout cas, tu vois, où on va essentiellement te vendre une pilule magique. Donc ça va être les 5 phases d'approche pour parler à n'importe quelle fille dans la rue, etc. Sûr, ouais. Donc en fait, on te vend des formules, des tactiques, des trucs à appliquer, des trucs tout faits, tu vois. Les textos envoyés pour rendre votre copine folle de vous, etc. Des trucs qui n'ont aucun sens, mais le mec a compris que les gens avaient envie d'une solution rapide et qu'on allait leur vendre une solution rapide au détriment de l'efficacité du truc. Toi, tu voulais pas faire ça. Et moi, je me suis dit, non seulement ces conseils sont inutiles, parce que quand je te donne, si je te dis, ok Antoine, tu veux réussir avec les filles, voilà mon conseil. Tu vas aller dans la rue, tu vas prendre cette phase d'approche et tu vas aborder 100 filles avec cette phrase d'approche que tu vas répéter. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, tu vas flipper à mort, tu vas te faire rejeter, ça va pas marcher. Et si ça marche, tu vas te retrouver dans un truc où tu es en permanence en porte-à-faux vis-à-vis d'elle, parce que tu sais que ta relation est construite sur une espèce de manipulation et de jeu psychologique où tu es toujours qu'est-ce qu'elle voulait dire à ce moment-là, je vais faire. Il y a tout un truc de ce qu'ils appelaient à l'époque aux États-Unis les shit tests où tu avais toute une espèce de manipulation, tu vois, en gros tu joues aux échecs. Ouais. Et qui a envie de vivre comme ça, tu vois. Et donc ces conseils-là sont non seulement inutiles dans la plupart des cas, même quand ils marchent, ils sont toxiques dans la mesure où les gens vont développer des mauvaises attitudes et vont développer une approche vraiment trop confrontationnelle, tu vois. Toi, tu as voulu faire un truc un peu différent. Et moi, je me suis dit, non seulement je peux faire mieux, mais en plus il y a une opportunité de marché dans le sens où je peux positionner mon marketing de façon totalement différente de ce qui se fait. Ouais. Et donc je suis arrivé et maintenant aujourd'hui ça s'est pas mal répandu en France cette approche-là, donc elle est moins originale aujourd'hui, mais quand je suis arrivé en 2013, il y avait personne qui parlait comme ça. Et donc j'ai dit, écoutez, toutes vos tactiques là, c'est de la connerie. La raison pour laquelle vous n'y arrivez pas, tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous n'arrivez pas à prendre les risques qu'il faut. Et en fait, tu mets un miroir devant le mec et tu lui dis, regarde tes relations et comment elles se passent, et tu vas voir que chaque fois, tu as le même pattern.
Et la plupart des mecs qui me lisent, en fait, le problème, c'est pas ils sont pas attirants, c'est qu'ils n'osent pas prendre de risques, tu vois. Donc ils n'osent jamais proposer le rendez-vous. C'est un problème de confiance en soi, plus que technique en fait. Mais en gros, le problème, c'est que donner une technique à quelqu'un, c'est facile. Donner confiance en soi à quelqu'un, c'est vachement dur. Mais ce que les gens veulent en plus, c'est des techniques, c'est pas forcément les principes fondamentaux. Disons que quand ils arrivent dans le marché, les gens dans la séduction ont un vrai problème. Donc c'est la raison pour laquelle ce marché m'a attiré. Parce que tu vois, c'est pas un truc superficiel qui va disparaître. Ouais. Si tu as ce problème, tu as ce problème et tu vas le résoudre, d'une façon ou d'une autre. Et au départ, les gens vont faire le circuit habituel. Les textos envoyés, les phrases d'approche, etc. Tu vois, les gens vont faire le texto et à un moment ou à un autre, ils vont tomber sur un truc différent de chez moi. Et moi, mon pitch de vente de mon plus gros produit qui se vend le mieux, c'est vous avez passé des mois à lire des conseils de séduction sans aucun résultat. Voilà pourquoi. La raison, c'est parce que vous essayez d'avoir une approche trop tactique, trop intellectuelle pour éviter le vrai travail difficile qui est de regarder à l'intérieur et de regarder pourquoi est-ce que tu n'oses pas aller parler à quelqu'un sans raison. Pourquoi est-ce que tu n'oses jamais proposer le rendez-vous. Pourquoi est-ce que quand une fille est attirée par toi, tu as toujours ce truc où tu n'as jamais confiance en toi, etc. Tu as tous ces éléments-là qui sont le travail vraiment difficile à faire, qu'au départ les gens ne veulent pas le faire, mais quand ils sont frustrés après 6 mois de ne pas avoir de résultats avec les conseils classiques, ils en arrivent là. Et moi je me suis dit, on a l'occasion à la fois d'apporter de la valeur à ces mecs-là, à la fois de résoudre un vrai problème. Parce qu'on peut vraiment, si tu veux, il n'y a pas de formule magique. Hein. Moi, je ne te vends pas la formule qui transforme un loser boutonneux en Casanova en 3. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais. Tu te dis, est-ce que ce soit en business, que ce soit pour perdre du poids, est-ce que si tu as une bonne méthode qui fonctionne, que tu suis la méthode, que tu avances, etc., tu vas avoir un progrès? Oui, bien sûr. Et la séduction, les relations interpersonnelles ne sont pas différentes. Dans le sens où tu as une bonne méthode, tu avances. Tu vois. Et les mecs ont beaucoup de résultats. Et je reçois beaucoup d'emails encore aujourd'hui, alors que je m'en occupe beaucoup moins. Des mecs qui me disent vraiment tes conseils ont changé ma vie, etc. Et tu as décidé, il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans la séduction puis qui ont fini par faire du marketing, c'est aussi un peu ton cas. Ouais. Tu l'expliques ça? Je dirais que le problème de la séduction, c'est que il y a un moment où tu vas commencer à tourner en rond dans les conseils que tu donnes. Donc essentiellement, tu as 2 solutions. Soit tu vas engager d'autres gens pour donner les conseils à ta place, soit au bout d'un moment, tu vas t'en avoir marre. Parce que le problème, c'est que le gros du problème en séduction, il est sur les débutants. Tu vois, tu peux donner des conseils vraiment avancés, de trucs, mais au final, les gens, une fois que tu leur as donné les bases, une fois qu'ils commencent à jouer, ils sont contents, ils vont faire leur truc, ils expérimentent, tu vois. Et j'ai un mec qui s'en tire bien, j'ai pas grand chose à lui apporter. Je suis pas un maxi gourou de ouf, tu vois. Un mec qui est timide, ouais. je peux lui expliquer des trucs. Un mec qui s'en tire bien, c'est vraiment continue, essaye, fais ce qui t'amuse, rencontre des gens qui t'intéressent, parle aux gens qui t'intéressent, parle de tes passions, partage. Mais au final, j'y apporte plus grand chose. Et donc, du coup, pour te dire, le problème que quand tu fais un business de séduction, c'est que le gros de la valeur que tu vas apporter va être sur les débutants. Et au bout de 3 ans, t'en as marre. Et en particulier pour le podcast, moi c'était vraiment quelque chose qui venait de mes expériences. Tu vois, ça venait du cœur, c'était mes expériences, ouais. etc. Quand dans ta vie perso, t'es passé un peu au-delà et je commençais à bosser de plus en plus. Et donc du coup, tu vois, j'avais moins en moins de choses nouvelles à apporter. Et j'avais pas envie de faire un truc où ça devient uniquement mécanique, uniquement pour faire de la thune, on lance des nouveaux produits, etc. Et donc j'ai choisi de faire un peu une transition. Et à ce moment-là, le truc qui avait commencé vraiment beaucoup m'intéresser, c'était le marketing. J'ai fait une transition vers le marketing. Et pour moi, le marketing, tu peux avoir des conseils très avancés et vraiment penser à ces trucs compliqués et rester pertinent. D'accord. Ce que je fais avec Marketing Mania, où je parle pas vraiment à des gens qui sont maxi débutants. La plupart du temps, si tu es débutant, tu as besoin de quelqu'un d'autre que moi. Et moi, j'arrive peut-être plus tard. J'ai reçu une question sur Snap il y a 10 minutes d'un mec qui me disait je viens de découvrir un peu ton parcours, tes voyages et tout. J'aimerais être digital nomade, j'aimerais travailler en voyageant, j'aimerais bosser sur le web. C'est quoi la manière la plus rapide d'y arriver si aujourd'hui tu devais lancer un truc? La manière la plus rapide de vivre sur Internet, c'est pas de lancer un podcast? Clairement pas. Pour moi, c'est de faire du freelance. Tu trouves un besoin que les gens ont. Du freelance, ok, donc vendre tes compétences. Ouais. Est-ce que j'ai fait sur Marketing Mania au départ? Est-ce que je fais encore un petit peu sur Marketing Mania? Moins parce que j'ai moins le temps. Ouais. Mais quand j'ai commencé, parce que moi, c'est pas ce que j'ai fait. Donc quand j'ai commencé, j'avais ce truc, semaine de 4 heures, mec, on va être passif, revenu automatisé, effet de levier, etc. Donc je suis directement arrivé avec l'arrogance que mon temps valait tellement d'argent que tu ne pouvais pas vendre ton temps. Moi aussi, ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'était une erreur et aujourd'hui, j'ai plus cette arrogance dans le sens où tu as beaucoup de choses à apprendre en étant freelance, en apportant de la vraie valeur. Beaucoup de gens vont lancer des blogs, en particulier des gens vont lancer des blogs dans le marketing, etc. où
ils n'ont rien de nouveau à apporter parce que c'est difficile d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai eu de la chance dans la séduction où moi j'avais des expériences personnelles et je pensais pouvoir apporter un truc et il y avait un disconnect entre les deux. Mais c'est pas facile d'apporter quelque chose de vraiment innovant, etc. Et le freelance, si tu veux commencer, c'est la façon la plus facile d'apporter de la valeur concrète à quelqu'un qui va te payer pour ta valeur. C'est un échange, tu vois, simple, honnête. Tu peux vraiment monter tes gros business. Moi, je connais des gens qui ont monté des business de service où tu fais du service et qui marchent bien et qui rapportent beaucoup d'argent, qui sont gros, qui ont un impact. J'ai essayé de le faire pendant un moment sur Marketing Mania et j'y suis pas arrivé. Et pas parce que c'était pas une bonne idée, tu vois. C'était une bonne idée et j'ai validé que c'était une bonne idée, mais je me suis aussi aperçu que c'était pas là où j'étais le plus compétent. D'accord. Pour d'autres raisons. Mais pour moi, en tout cas, ne pas cracher dessus sur la question de faire du freelance. Et la question de quoi faire, aller sur un truc comme Upwork, des plateformes comme Elance et regarder ce que les gens demandent, les besoins que les gens ont. Et des freelances, il y en a beaucoup, particulièrement dans les pays à bas coût, donc il y a des trucs où il y a beaucoup de concurrence. Le problème des freelances qui sont sur ce site, et en particulier les freelances dans les pays à bas coût, c'est qu'ils ne comprennent pas les problématiques business. Ils ne savent pas rassurer un entrepreneur, un professionnel, une PME, qu'ils vont faire les choses clean, à temps, etc. Tu as un truc où tu as l'impression que c'est un peu étrange. Donc si tu peux trouver un freelance à qui tu peux faire confiance, tu vas lui envoyer pas mal de boulot et tu vas le recommander à pas mal de gens. Exemple, mon ingé son dont j'ai parlé tout à l'heure, je le recommande à tout le monde. Donc commencer petit avec une compétence que tu as déjà. Si tu n'as pas de compétence, peut-être d'essayer de développer une compétence de base qui peut être faite sur Internet. Ou faire tu sais, faire du montage vidéo de base, faire de la traduction. Faire de la rédaction, traduction. Faire de la rédaction. Il y a plein de petits trucs, il y a plein de business. Commencer donc sur un site de mise en relation comme Upwork. Ouais, et je vais plugger Nomad Digital à ce moment-là parce qu'on a un épisode qui est totalement là-dedans. Si tu vas sur nomaddigitalpodcast.com, on a un épisode qui s'appelle de 0 à 2000 euros. Essentiellement, Paul et moi, on a eu cette même question parce que c'est une question qui revient souvent et on s'est lancé le challenge mutuellement d'expliquer exactement si aujourd'hui tu débarquais dans le monde, tu connaissais plus personne, tu n'avais plus aucun argent, plus aucun site, tu étais tout nu, tu n'avais rien. Comment est-ce que tu ferais pour revenir à 2000 euros par mois? Si tu veux, ce podcast permet d'avoir le point de vue de Paul aussi sur des applications concrètes. Et je pense que le gros point à rajouter, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une idée de génie pour monter un business qui peut te faire vivre. Surtout si tu veux vivre à l'étranger, tu veux aller vivre en Asie, tu veux commencer dans un pays pas trop cher, etc. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être Steve Jobs ou d'être Mark Zuckerberg pour en arriver là. Et si tu es prêt à identifier un besoin, à apporter une solution, tu peux avoir quelque chose qui peut se faire assez rapidement là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de commencer aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a pris longtemps, moi, avant de commencer à générer du revenu. Parce que aujourd'hui, c'est un petit peu plus ce que tu fais vu que tu fais de la prestation avec la publicité Facebook, c'est ça. C'est une autre partie de ton activité, on l'a pas dit, tu fais des podcasts, tu vends de la formation et à côté tu fais aussi de la prestation sur Facebook où tu gères la campagne publicitaire de certaines marques, c'est ça? Donc c'est ça. Les gens viennent me voir, ils me disent j'ai un budget de 3 000 euros par mois sur Facebook que je voudrais optimiser, voilà mes chiffres, mes métriques, etc. Et moi je vais gérer leur campagne pour eux. D'accord. Si tu es d'accord, tu passes une grosse partie de ton temps au Vietnam. Ouais. Là, tu es de passage à Paris. Pourquoi ce pays? Par hasard. À l'origine, j'étais en Asie très tôt parce que j'avais été envoyé là-bas pour mes études. Et puis, une fois que j'étais en Asie, je pouvais soit payer mon billet d'avion pour retourner en France, soit vivre pendant un mois à Bali. Tu vois. Donc, j'ai choisi d'aller vivre un mois à Bali, au bord de la plage et de bosser sur mon business. À l'époque, je commençais à bosser sur des partenariats dans la séduction, etc. Je commençais à monter le truc. Donc j'ai commencé en Asie comme ça et puis j'étais en contact avec pas mal de monde et en fait je connaissais un peu les plaques tournantes où il y avait beaucoup d'entrepreneurs et en fait c'est Chiang Mai en Thaïlande et Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Tu avais quelques autres centres comme Bangkok, etc. Donc je connaissais un peu les points chauds. J'ai passé du temps à Chiang Mai. Donc en revenant la fois suivante, je me suis dit tiens je vais faire l'alternative. Cette fois-ci je vais aller à Ho Chi Minh. Donc je suis allé à Ho Chi Minh, prévu de rester environ un mois et demi, tu vois, un truc classique. Et en fait, je suis tombé amoureux de cette ville. Je trouve que les gens qui sont là-bas sont vraiment top, ils me correspondent exactement. Donc après, c'était des différences subtiles, mais pour moi, il y a une différence entre une ville comme Chiang Mai, Bangkok, et puis une ville comme Ho Chi Minh, où les gens qui vont être attirés par la ville et l'ambiance de la ville et le feeling que tu as quand tu es là-bas est un petit peu différent. Et Ho Chi Minh, c'était exactement moi ce que je recherchais. Je me suis fait beaucoup de potes très proches là-bas. Quelque chose qui m'avait manqué en tant que nomade digital, dans le sens où mes potes avec qui j'étais en école de commerce, c'est des potes.
mais le jour où j'ai un problème de pricing, ou le jour où je me demande si je dois garder un client, ou le jour où je me demande comment gérer ma campagne marketing XY, c'est pas quelque chose avec qui je peux aller parler. À Ho Chi Minh, j'ai des potes où on peut se retrouver au petit déjeuner et parler pendant 1 heure et demie de comment pricer une application SaaS, tu vois, ou de comment construire une landing page ou de stratégie XY. Des conversations qui, moi, me manquaient avant et que j'ai trouvé là-bas. Et donc, tu avais cette communauté Ho Chi Minh, cette ébullition sur… en fait, c'est une zone géographique très petite parce qu'à Ho Chi Minh, presque tous mes potes habitent dans le même quartier et presque tout le monde habite dans une rue. Ouais. Et donc, clairement, tu sors de chez toi, tu as l'impression d'être dans un village. Et tu rencontres des gens que tu connais, c'est ah, ça va, comment ça va? On discute de différents business, tu retrouves les gens au petit-déj, tu vas boire un smoothie, tu rencontres un pote, etc. C'est un truc vraiment unique pour moi. Et du coup, j'ai décidé de rester parce que j'avais cette… pour moi, c'était les gens, l'environnement Les social. gens, ouais. C'est quoi la vie de Stan en dehors du marketing? Je cours énormément. Ouais. Donc dans la catégorie obsession, c'est bon, tu Ouais. vois. Et c'est vraiment, moi je fais pas trop les choses à moitié. Donc je cours beaucoup. Moi c'est un truc j'en parle pas beaucoup parce que je sais pas trop comment en parler, mais c'est un truc qui m'a énormément calé dans ma vie. Ouais. Dans le sens où avant vraiment de courir beaucoup, j'avais toujours eu cet aspect vraiment maniaque des conventions, ça vient pas de nulle part. J'ai toujours eu le côté un peu obsessionnel. Et avant, j'étais vraiment, tu vois, genre je bossais 40 heures par jour, genre complètement, j'arrivais plus à dormir. Je dormais 4 heures par nuit, je me réveillais le matin, j'allais direct sur mon ordi. Ou alors, j'avais des périodes entières où j'arrivais plus à bosser, je regardais même plus mes emails, tu vois, tout me dégoûtait, etc. Ouais. Et pour moi, le sport, ça a été ça, et ça a été la course en particulier, tu vois, qui m'a vachement calé. Et j'essaye de faire de plus en plus de choses en dehors de mon boulot parce que j'ai beaucoup suivi depuis plusieurs années. J'ai 2 ans et demi de data sur les heures que j'ai travaillées. Et du coup, je peux corréler ça un peu avec ma productivité, un peu avec les distances que j'ai couru. Tu vois, j'essaye de faire des corrélations pour me dire à quel moment est-ce que j'ai commencé à travailler trop. Et je pense que j'ai commencé à travailler trop, donc j'essaye de prendre du temps. Tu vois, j'ai fait un podcast sur les séries qui n'a rien à voir ou qui est plus du divertissement avec mon frère. Donc volontairement, tu essayes de trouver autre chose pour être moins dans le travail en fait. Pendant un moment, je pensais que tu vois, il suffisait de prendre des jours où je bossais pas ou des trucs comme ça où tu vas me dire je vais travailler moins maintenant. Ouais. Mais en fait, tu as besoin de quelque chose pour le remplir. Bien sûr, et en fait, moi, j'ai toujours besoin. Avant, je bossais pas le dimanche. Enfin, je bosse toujours pas le dimanche. Mais j'avais un trou le dimanche. Je me sentais un peu, qu'est-ce que je fais? J'avais aucune énergie parce que j'avais aucun projet, aucun truc, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast avec moins d'enjeux, un podcast sur les séries qui peut devenir quelque chose, qui est une expérience. Voilà, si le podcast sur les séries, il trouve jamais son audience, tu vois. C'est pas quelque chose où je regretterais de l'avoir fait parce que je le fais avec mon frère, parce qu'on s'éclate en le faisant, parce que c'est vraiment intéressant et parce que c'est une expérience dans un podcast qui va chercher à avoir une grosse audience. Ça va pas être monétisé comme avant, tu vois. Donc, du coup, je me mets de plus en plus de petits projets comme ça. Donc, je cours beaucoup, tu vois. J'ai peut-être des projets créatifs XY. Je suis assez intense sur la méditation, 20 minutes par jour depuis plusieurs années. Et tu vois, en fait, j'essaie de trouver des trucs qui me cadrent et qui me posent. Et au final, parfois, ça t'aide à être plus productif dans le sens où tu prends de meilleures décisions. Tu vois, parce que bosser 12 heures par jour, c'est bien. Mais parfois, au final, tu t'aperçois que putain, ce projet, c'était vraiment de la merde, quoi. J'aurais jamais dû faire ça et j'aurais dû m'apercevoir. Qu'est-ce qu'a pensé ton entourage quand tu as décidé d'avoir cette vie un peu particulière? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce qu'ils étaient contre toi ou est-ce qu'ils s'en foutent? Je pense que c'est assez variable. Disons que quand tu fais ce choix-là, les gens ont 2 réactions. Mais en ils se disent ouais, c'est cool, ils sont un peu jaloux. Tu vois. Ils se disent putain, moi j'aurais bien voulu pouvoir faire ça. En particulier si tu es assez jeune. La plupart des gens imaginent que de toute façon tu le fais pour le court terme, tu vois, tu es un peu en mode hippie, ouais, je voyage et tout, et que tu vas revenir dans le bercail au fur et à mesure. Tu vois. Et l'autre aspect, c'est qu'ils pensent que tu es tout le temps en vacances et voilà, ils sous-estiment probablement l'effort que tu fais, le travail que tu mets dedans. Moi, la partie qui a vraiment, et tu en as parlé récemment sur ta chaîne, donc je vais peut-être l'évoquer maintenant, la partie qui a vraiment été problématique pour mes parents en particulier, ça a été le fait que j'arrêtais vraiment mon diplôme. Ouais. Pour le coup, ça leur a posé problème parce que, voilà, diplôme, etc. Tu vois, c'était la narrative qui s'était donné. Là, c'est l'aspect qui a posé problème. Et en fait, si tu veux, mon entourage est assez réduit. Tu vois, c'est vraiment ma famille proche. Parce que ma famille est tendue. Ils pensent que je suis un loser qui fait rien de sa vie, etc. Mais à ce niveau-là, je m'en fous. Tu vois, que les gens un petit peu plus étendus ne comprennent pas le concept de faire des podcasts marketing, ça me dérange pas.
En fait, c'est vraiment un problème d'incompréhension. C'est que les gens ne comprennent pas forcément la mentalité dans laquelle tu es, ils ne comprennent pas tes objectifs, tes ambitions, Ouais. tes obsessions. Et c'est ça. Mais j'ai l'avantage d'avoir un père qui est aussi assez obsédé. Donc lui, il comprend ce que c'est d'avoir un truc et de vouloir le faire et de ne pas pouvoir forcément l'expliquer en termes compréhensibles par tout le monde. Et mon petit frère est un peu dans le même délire, tu vois, où il est très créatif, il fait beaucoup de choses. Ouais. Donc on est un petit peu... on a des points de référence pour en parler. Et en particulier, mon frère est fan de ta chaîne. Ah ouais? Et il avait jamais vraiment compris ce que je faisais avant de regarder ta chaîne. Parce que quand tu écoutes mon contenu, etc., tu vois, je parle pas forcément. On partage beaucoup de choses, toi et moi, dans les valeurs, dans les idées, mais moi, j'en parle pas aussi. Enfin, j'ai pas tu vas plus parler du canal. Comment et moins du pourquoi, c'est ça? Ouais, et c'est ça. Et toi, tu veux partager ces valeurs-là. Et mon frère, maintenant, regarde beaucoup tes vidéos et je pense qu'il nous regarde. Et ça l'a aidé à comprendre ce que moi je faisais, tu vois, dans le sens où, pendant un moment, quand ton grand frère se casse en Asie pendant 7 mois, tu te sens peut-être un peu abandonné ou voilà, c'est plus compliqué à expliquer. Et moi, je peux essayer de l'expliquer, mais tu vois, c'est pas forcément aussi impactant, aussi compréhensible de comprendre en quoi, quand tu es nomade digital, c'est pas juste un choix de vie ou un choix de là où tu vas habiter, c'est aussi un choix philosophique de ce qui est important dans la vie, de tes priorités. Et ça, c'est là où on est vraiment différent par rapport à la génération d'avant. Tu vois, la façon dont on va réfléchir à ce qui est important, la façon dont on réfléchit par exemple au risque. Tu vois, est-ce que c'est plus risqué d'être un entrepreneur ou est-ce que c'est plus risqué d'être un salarié où tu peux te faire virer du jour au lendemain et perdre 100% de ton revenu? D'accord avec ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est assez émergent. Moi, j'essaie beaucoup d'en parler avec ma famille d'un point de vue conceptuel, etc. À mon avis, ils ne sont pas totalement convaincus par ce que je raconte, dans le sens où quand tu as vécu toute ta vie dans un paradigme. C'est un mindset totalement différent. C'est pas un mec de 24 ans qui débarque et qui dit oh, ok, c'est différent. Tu vois, c'est compréhensible que quand tu as vécu toute ta vie dans un truc et que ce truc-là, pour les gens que tu connais, c'est tenu, il s'est vérifié. Est-ce que tu crois vraiment qu'on est dans une époque où ça a basculé, tu vois? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on est dans une époque où ça bascule, où l'économie entière va basculer et on ne va pas revenir en arrière. T'es optimiste ou pessimiste vis-à-vis de ça? Moi, je suis ultra optimiste vis-à-vis de ça. Je crois vraiment, je pense, tu veux que... Alors que la plupart des gens sont peut-être pessimistes vis-à-vis de l'ubérisation, tout ça c'est presque des mots vulgaires comme maintenant. Effectivement, mais alors moi la façon dont j'y réfléchis, et les gens pourront faire toutes les critiques qu'ils veulent là-dessus, hein. J'ai conscience que je suis privilégié par beaucoup d'aspects là-dessus. Mais donc, et ceci étant dit, ma pensée sur la question de quelque chose comme l'ubérisation, c'est que le monde change, le monde a toujours changé. Je veux dire, à l'époque, 99% des gens étaient des paysans, travaillaient dans les champs. Ce qui veut dire que l'arrivée des machines agricoles et l'industrialisation a détruit 99% des emplois. À l'époque, on n'y pense pas aujourd'hui, mais à l'époque, le mec qui était paysan, c'était la fin du monde, c'était l'écroulement de son mode de vie. Le truc disparaissait. Et le mode de vie qu'ont connu mes grands-parents quand ils habitaient à la campagne et qui ramassaient les foins et qu'il y avait les fêtes de village, etc., ça a disparu. Ouais. Et la question, il y a deux choses. D'abord, est-ce que c'est bien ou pas bien que ça ait disparu? Pour moi, ça n'a aucun sens dans la mesure où tu ne peux pas vraiment l'empêcher. Et aujourd'hui, on ne dirait pas, ok, je voudrais revenir en arrière et devenir paysan. Il y a peut-être des gens qui veulent le faire, etc. Mais tu vois, la majorité des gens te diront que c'est une évolution positive. Donc l'idée, c'est que le fait qu'une évolution soit positive au global, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont être laissés en arrière ou qu'il y a des choses qui vont être détruites. C'est l'idée de la destruction créative. Des modes de vie vont être détruits pour avoir ce qui va arriver après. Et à partir du moment où tu t'accroches à ce qui est là, à partir du moment où tu es dans un mode, un concept, tu vois, vis-à-vis du monde, la façon dont le monde devrait fonctionner et que le monde évolue, ça va forcément être négatif puisque ça change. Sûr. Alors, vous aviez parlé extrêmement rapidement et je voudrais rester rapide sur ce sujet parce que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Dans le dernier podcast Nomade Digital, vous avez parlé vite fait du revenu universel. C'est un débat que j'ai eu aussi l'autre jour avec ma sœur pendant 1 heure et on n'arrivait pas à se mettre d'accord là-dessus. Le fait que justement ce changement de la société, ça va faire qu'il y a des métiers qui serviront, il y aura de moins en moins de métiers peu qualifiés et que finalement les gens qui ne sont pas faits pour avoir un métier à haute qualification, on ferait mieux de les payer à rien faire. Moi je suis assez pour ce concept, en soi je trouve le concept assez logique mais très difficile à réaliser. Je voulais juste savoir si tu étais plutôt pour ou contre et si tu pensais que c'était une bonne chose. Moi j'ai pas mal évolué là-dessus et maintenant vis-à-vis des informations que j'ai en main et des réflexions que j'ai fait, je suis pour maintenant. Et si tu veux, on peut développer un peu dessus. Simplement, pour moi, le principal problème, c'est l'ennui en fait. C'est que j'ai peur que les gens qui n'aient plus de travail et qui soient payés à rien faire
remplace pas forcément, comme tu as dit, il faut remplacer ça par d'autres choses, par des loisirs, par quelque chose de créatif, par quelque chose d'associatif, ce que tu veux, mais j'ai peur qu'il y a des gens qui finissent par rester chez eux à jouer aux jeux vidéo. Et l'ennui, en fait, c'est peut-être ce qui est le plus dangereux. Parce que c'est quand on s'ennuie qu'on va se mettre à déprimer et à faire n'importe quoi. Alors que quand on fait un boulot, même un boulot de merde, au final, on est occupé. Donc on n'a pas le temps vraiment de déprimer, si tu veux. Si tu veux, il y a deux questions pour moi. D'abord, la question de l'ennui, elle se remplace par deux façons. Soit tu as une émergence de tes propres idées, de tes propres envies. Ouais. Moi, ce qui n'a jamais été un problème pour moi, dans le sens où quand j'étais au lycée, je foutais rien à l'école. Et quand j'étais en école de commerce, je foutais encore moins. Et pourtant, je ne me suis jamais ennuyé dans le sens où j'ai travaillé sur différentes choses. Ça, c'est l'idée de tu es une personne qui peut fonctionner sans structure. C'est dit, la raison pour laquelle la plupart des gens aujourd'hui ont ces emplois, pas forcément très qualifiés, etc., ils ont besoin de ces structures. Donc la question c'est, est-ce que ça a du sens de payer des gens pour des boulots qui n'apportent plus de valeur, dans le sens où un robot pourrait le faire, et dans le sens où eux ça n'apporte pas de valeur, dans le sens où ils haïssent leur boulot. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des structures émergentes différentes? Et dans ce cas, il faudrait remplacer ça par d'autres structures qui seront là, pas forcément. Structures, que ce soit des structures humanitaires. Tout d'un coup, imagine tu as le revenu universel, et l'association caritative se retrouve avec une main-d'œuvre énorme où les gens vont aller bosser 3-4 heures par jour pour avoir la structure et la connexion sociale. Mais peut-être que, mais c'est une structure qui ne serait pas forcée du coup. Et si tu forces pas, enfin tu vois, la plupart des gens vont pas forcément avoir envie d'aller bosser dans un truc humanitaire. Ils vont se dire cool, je suis en vacances, je suis en retraite, je fais rien, et ils vont peut-être finir dans leur cave à jouer aux jeux vidéo toute la journée et à s'emmerder, tu vois. Il y a une partie de gens qui le feront, mais après moi je fais partie de ces gens qui honnêtement si des gens ont envie de faire des choix de merde, tu vois, c'est pas à moi de leur dire comment vivre leur vie, tu vois. Ouais. Et moi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo étant plus jeune et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et de plaisir à jouer aux jeux vidéo. Bah moi c'est l'inverse, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et j'ai trouvé vraiment de la perte, enfin tu vois un désintérêt total en fait à la fin. C'est comme regarder la télé, c'est-à-dire qu'à la fin t'as vraiment l'impression d'avoir perdu 2 heures de ta vie. Alors que si tu lis un bon bouquin, t'as vraiment l'impression d'avoir passé 2 heures très, très utiles, tu vois. Mais après est-ce que ça c'est pas une question de priorité particulière, tu vois, chacun va trouver son plaisir dans différentes façons et d'autres vont avoir la famille et vont mettre la famille en priorité, d'autres vont mettre les projets créatifs, d'autres vont mettre le sport, d'autres vont mettre la contribution, etc. Moi je pense que même si les gens ne sont plus intellectuellement capables de contribuer à la société d'un point de vue économique. Et quand je dis intellectuellement, c'est pas dire que les gens sont cons. C'est dire qu'à un moment donné... Du coup, ils risquent pas d'être marginalisés aussi, ces gens-là, de se sentir qu'ils n'ont pas leur place dans la société. C'est dangereux ça, non? Je pense pas. Il fut un temps, tu sais, quand tu étais un citoyen grec, tu bossais pas. Le travail, c'était pour les esclaves et les paysans. Oui, mais du coup, tu faisais partie de la classe privilégiée en fait. Tu passais ton temps avec la philosophie. Là, il va forcément y avoir une discrimination, tu vois, pour les gens qui bossent pas. Même si c'est quelque chose qui est toléré, qui est accepté, il y a forcément une grosse partie des gens qui vont être jaloux, pas qui vont être jaloux, puisqu'ils y ont droit aussi, mais qui vont mépriser les gens qui travaillent pas. Il y aura toujours des gens qui mépriseront d'autres gens, il y aura toujours de la discrimination. Bien sûr. Parce que ça, c'est l'esprit humain, c'est le tribalisme, tu vois. Tu as besoin d'avoir un groupe in et un groupe out. C'est fondamental dans l'esprit humain. Et tu vas voir que même si tu prends un groupe de gens qui sont homogènes, il va apparaître entre eux des lignes de fracture. Moi, vraiment, je me dis, la seule façon dont l'être humain va être unifié, et j'y crois à fond, c'est si on est envahi par les aliens. Ou la seule façon dont tu peux unifier un ennemi commun. C'est d'avoir un ennemi commun. Et c'est très intéressant le podcast là-dessus. Et donc, on fait référence à un podcast sur Marketing Mania. Je t'invite vraiment à voir ta série de podcasts Marketing Mania, que ce soit celle que tu as fait il y a quelques mois sur le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, et les derniers qui sont vraiment excellents. Je voulais te poser une question là-dessus, justement liée à ça. C'est quelque chose qui ça m'est venu en tête la dernière fois que j'écoutais ton podcast justement sur le tribalisme. Tu dis que tu as une vision optimiste des choses, je trouve ça génial. Mais moi, quand j'écoute ton podcast, j'en ressors avec une vision super pessimiste en me disant mais les humains sont horribles en fait, tu vois. Les humains sont horribles, ils sont naïfs, ils sont à voir, ils sont manipulables, j'en fais partie. Est-ce qu'on mérite finalement d'être heureux ou est-ce que finalement notre destin c'est pas tous de disparaître parce qu'on a trop de défauts quoi. Alors si tu veux parler de notre destin à long terme, je pense que l'espèce humaine va évoluer au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Donc t'es un grand optimiste. Où t'es dans du transhumanisme, où tu vas changer. Tu penses pas qu'on va s'autodétruire? Non. Ceci dit, quand tu parles enfin j'en sais rien, tu vois, mais je pense que les probabilités sont dans le sens où ça va évoluer au-delà. Parce que tous ces biais cognitifs dont on parle aujourd'hui, donc dans mon podcast, tu vois, tous ces biais cognitifs qui peuvent être en bien ou en mal, c'est ce qui permet au monde d'exister. Ce qui permet à un mec comme Elon Musk de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le tribalisme permet aux employés de Tesla d'imaginer que Tesla c'est quelque chose qui existe, que c'est quelque chose de concret, que leur mission est importante. L'illusion de supériorité leur permet de se dire on peut faire un truc qui n'a jamais été fait.
Donc les choses, si tu veux, sont appliquées en bien en mal. Moi, d'un point de vue très personnel, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et j'ai été extrêmement soulagé quand j'ai commencé à comprendre la nature humaine. Parce qu'avant ça, pour moi, j'étais un petit peu, imagine le Sheldon de Big Bang Theory, mais enfin 100% moins fort, tu vois, en 99% moins fort. Mais tu vois, un petit peu dans cet aspect où, pour moi, j'avais une vision tellement rationnelle du monde, tellement carrée, que je comprenais jamais ce que j'en fais. J'étais très frustré par le fait que les gens prennent de mauvaises décisions. Tu vois, que, par exemple, pourquoi est-ce que les gens jouent au loto, ça m'énervait beaucoup, ça n'avait aucun sens pour moi, les probabilités n'étaient pas, etc. Beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent au foot? Pourquoi est-ce que les gens votent pour des politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses? Pourquoi est-ce que... Voilà, tout un tas de choses. Pourquoi est-ce que les gens sont déprimés? Pourquoi est-ce que les gens ne bossent pas assez? Pourquoi est-ce que les gens font du crime, etc. Tu vois, toutes ces questions qui pour moi étaient absurdes, incompréhensibles. Ouais. Et le fait de comprendre les piliers fondamentaux de l'esprit humain et surtout de comprendre en quoi moi-même je représentais ces biais-là. Parce que tous les biais cognitifs dont on parle, on ne peut pas les échapper. Ouais. Moi-même, et en fait, ça m'a permis, en un sens, de comprendre en quoi j'étais d'abord un humain normal, mais en quoi les autres gens étaient comme moi. Et c'est juste que leurs biais cognitifs et leurs pulsions s'expriment de façon différente vis-à-vis de moi. Tu vois, ils ont leurs choses. Et donc ça m'a permis d'être en paix finalement avec la façon dont les choses. Plus sage en fait. Oui, et puis ça m'a permis, tu vois, de ne plus être en résistance par rapport aux choses. Ouais. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la philosophie stoïque, en particulier Sénèque, qui dit essentiellement, bah, écoute, mec, le monde est ce qu'il est. Tu peux soit accepter les choses qui existent, ou soit tu peux te plaindre continuellement que les choses sont comme elles sont. Et pour moi, étudier la psychologie humaine et en parler, c'est une façon d'accepter tous les défauts que peuvent avoir les humains et d'avoir peut-être un sens de détachement ou un sens de l'humour. On parlait en ce moment, tu vois, de Donald Trump aux États-Unis, de ce qui se passe à la campagne américaine. Beaucoup de gens, ça les rend fous. Et moi, ça m'aurait rendu fou il y a quelques années que ça existe. Mais aujourd'hui, dans la mesure de pouvoir comprendre ce qui se passe, je me dis, il se passe quelque chose de particulier, mais au moins je peux le comprendre et je peux voir ce qui se passe et je peux voir jusqu'où ça va aller, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc du coup, ça me donne un sens d'optimisme ou un sens de paix par rapport à ce qui se passe. Tu vois, de me dire, ok, les choses... Ça ne te désespère pas de la race humaine. Voilà, donc justement, tu vois, regardons quelque chose comme le réchauffement climatique. Ouais. Je comprends pourquoi le réchauffement climatique, on n'arrive pas encore à le stopper. Donc ça ne me désespère pas, c'est pas que les humains sont mauvais, c'est pas qu'on est maléfique, c'est pas que Satan a décidé, tu vois, c'est pas que les Chinois font un complot, etc. C'est que, essentiellement, c'est un dilemme du prisonnier, c'est un truc où il faut que tout le monde soit ensemble, mais chacun a une raison de ne pas être là parce qu'ils ont envie de se continuer à polluer, etc. Donc, le fait que ce problème soit naturel veut dire qu'on pourra trouver une solution potentiellement à un certain terme, mais que c'est pas que les gens sont maléfiques de continuer à avoir le réchauffement climatique. C'est qu'il y a des raisons égoïstes, etc., certes, mais c'est compréhensible et c'est explicable et tu peux penser qu'une fois que tu auras compris ces choses-là, tu peux les contourner ou tu peux les retourner. Tu es quelqu'un, comme tu dis, tu t'inspires de la philosophie stoïque, tu es très rationnel. Est-ce que être rationnel, c'est le contraire d'être émotionnel? Est-ce que tu n'es pas émotionnel du tout? Est-ce que tu penses qu'au contraire, on peut être les deux? Chacun les deux. Moi, je fais semblant d'être plus rationnel que je le suis. Dans le sens où beaucoup des décisions que je prends, si tu veux, pour moi, à un moment, tu peux plus rationaliser les choses. C'est-à-dire, comment est-ce que tu décides quel business créer? À un moment, si tu creuses suffisamment, tu vas tomber sur les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je vais avoir de la créativité? Est-ce que je veux passer du temps avec ma famille? Tu vois, à un moment donné, tu arrives sur ces raisons émotionnelles qui sont la base. Ceci dit, je pense que tu as différentes lentilles par lesquelles voir le monde et elles sont plus ou moins efficaces dans différentes situations. Et moi, j'ai tendance à essayer d'utiliser une lorgnette pour voir le monde qui me déprime pas et qui me permet d'avoir un sens que je comprends ce qui se passe et de pouvoir l'impacter, tu vois. Et je suis aussi émotionnel que tout le monde. Après, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un amour pour les systèmes, pour les concepts, pour comprendre comment les choses s'emboîtent.
Et du coup, je creuse pas mal là-dedans et j'essaye de conceptualiser le monde de certaine façon. Mais c'est intéressant parce que tu te demandes pourquoi un mec comme moi est aussi intéressé par les systèmes, par les concepts. C'est parce que ça m'apporte une rassurance émotionnelle. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la psychologie. Ça m'apporte, tu vois, j'ai l'impression de mieux sentir, de comprendre les choses, etc. Et pour d'autres gens, ils vont trouver leur paix et tu vois, leur rassurance, je sais pas, c'est pas un mot rassurance, mais leur réassurance émotionnelle, je pense, qui va venir d'autre part. Et tu vois, ça c'est le mien. C'est quoi tes futurs projets? Mon gros projet du moment, c'est un logiciel sur la pub Facebook. Donc là, on est en SaaS, on est sur quelque chose qui est en développement depuis un moment. Tu vois, c'est un gros projet dans le sens où j'ai dû faire venir des développeurs. Tu bosses avec des développeurs, je bosse avec qui sont à Singapour. Donc on est sur un gros projet, quelque chose de plus long terme, de plus impactant et qui peut, si ça fonctionne, avoir un impact financier important. Et ton ambition à long terme, par exemple, comment tu te verrais dans 10-20 ans? C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, parce que je me suis aperçu que c'est quelque chose qui me manquait encore, où je n'arrivais pas à faire la croix sur certaines options. Tu vois. Et aujourd'hui, je n'ai pas une très bonne réponse à te donner, dans le sens où je suis assez content de ce que je fais aujourd'hui, mais tu vois, je ne sais pas si je continue la trajectoire où je suis, où est-ce que ça m'amène. Est-ce que ça veut dire que je continue à avoir un certain nombre de podcasts, des vidéos YouTube, et où je continue à avoir un input créatif? Derrière, j'ai une équipe qui m'aide à faire certaines choses, tu vois, c'est probablement quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où je me dis, je veux créer un truc de ouf, je veux créer un gros truc, et là, je veux vraiment mettre à fond les ballons, me concentrer à fond sur ce truc-là, quitte à faire des sacrifices sur voilà, mon style de vie ou sur ma créativité, etc. En me disant, je veux faire ce truc-là à fond et le faire. Et j'ai ces deux pulsions qui cohabitent chez moi et je ne sais pas encore laquelle va gagner. Et pour l'instant, je suis un peu entre les deux puisque le logiciel me permet de me dire, ok, si on rentre dans un truc qui est du SaaS, on peut aller sur quelque chose de très gros. On peut imaginer même lever de l'argent sur un truc comme ça à terme. Tu vois. Donc beaucoup d'options sont ouvertes là-dessus qui n'étaient pas ouvertes sur un business de produits d'info ou sur un business de service. Donc les portes s'ouvrent pour moi, les opportunités s'ouvrent. Pour le moment, je suis encore sur un mode de décision où je travaille sur des cycles de 12 semaines. Et là, je suis en train justement de le faire en ce moment, c'est pour ça que je suis un peu en incertitude, où je fais un planning de 12 semaines et je me dis, ok, ça c'est une décision qui est ferme, on l'a fait, mais dans 12 semaines, tout peut être renégocié. Ce qui me permet de me focus à 100% sur quelque chose, parce que c'est que 12 semaines, donc tant que voilà, je fais mon truc à fond, de me dire je vais donner mon effort maximal là-dessus, mais aussi de me dire que dans 12 semaines, j'ai l'opportunité de repenser aux choses et de pas me coincer dans quelque chose. Je vais te poser une dernière question qui est absurde parce que tu y as déjà largement répondu dans cet épisode, mais c'est une question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu te considères comme un obsédé? Si tu as quelque chose à ajouter. Oui. En général, j'utilise le terme de maniaque maniaque. Obsédé, c'est un peu. Obsédé, ouais. Bonjour, je suis un obsédé. Ça passe pas très bien, mais justement, j'aime bien. Surtout quand un mec a fait séductionacademy.fr pendant 3 ans, quoi. J'aime bien cette ambiguïté en fait avec ce mot. Ouais, oui. Mais pour moi, c'est un concept important et qui est vraiment à informer la façon dont je réfléchis et à qui je suis, tu vois. Ouais. Dans le sens où, quand j'ai créé Marketing Mania, c'était pas juste un nom que j'ai donné Marketing Mania pour avoir 2 M dans mon nom et c'était intéressant d'avoir une allitération. C'était aussi de me dire que une fois que j'avais donné le nom Marketing Mania, je pouvais être aussi obsédé, pointu, précis, parce que c'était assumé. Parce que c'était marqué sur le site, mais qui n'était pas content, tu la portes. Exactement. Et voilà. Et du coup, j'avais pris dès le départ ce parti pris de dire le maniaque des conversions, en disant à la fois tu mets en place le fait que tu es concentré sur quelque chose de petit et que tu vas aller profond dessus. Ok, merci beaucoup Stan. Cette interview était vraiment longue, mais je voulais te laisser parler parce que tu as toujours un truc très intéressant à dire. Je pense que tu représentes très bien cette mentalité qui m'intéresse chez les gens et que j'ai envie de révéler dans cette série de vidéos. Je t'invite vraiment à aller voir les podcasts, notamment Marketing Mania, Nomade Digital. Et je t'invite à aller voir même si t'es pas intéressé par le marketing parce que tu vas apprendre beaucoup de choses sur la psychologie, il parle beaucoup d'expériences, de plein de choses vraiment fascinantes. Et Digital Nomade, même si t'as pas forcément l'intention de le devenir, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, vous parlez de méthode de travail, productivité, lifestyle. C'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, on mettra tous les autres liens, ta chaîne YouTube, tu commences à faire des vidéos et tout, c'est cool. À demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste libre. Bon, t'es bien au poids de corps, très bien. On va voir ce que ça donne avec un peu de lest. Ah, parce qu'on en refait là? Non, moi c'est vachement pour une semaine, donc j'ai fini là, mon pote. Il croit qu'il va faire une seule série. C'est strong and fit, c'est pas string and fat.